Comme je viens de le dire à vos camarades qui sont ravis, positivement ravis, il y aura un bac blanc de philosophie le 23 mars, qui est un mardi matin, de 8 h à midi. Et le programme, c'est l'ensemble des notions que nous aurons traitées depuis le début de l'année. L'art exclu. C'est-à-dire qu'on a à peine commencé à toucher la notion d'art, il n'y aura pas. Et le cours que je pourrais faire à la rentrée sur l'art ne sera pas comptabilisé au nombre des notions à réviser. Quelques conseils de méthode pour réviser la philosophie, qui est une épreuve où il faut réviser. Premier conseil, réviser impérativement la méthode. C'est-à-dire, en particulier, les cours de méthode dédiés que j'ai fait au début de l'année et tous les débuts de cours. Okay, là où je fais analyse du sujet, problématisation, ça c'est à réviser en priorité. Ensuite, ce qui est vraiment très utile, c'est de numéroter les pages de votre cahier et sur une feuille ou un petit carnet, de faire ce qu'on appelle un index des notions. C'est-à-dire, dans tous les cours que je vous ai donnés depuis le début de l'année, il y a une notion principale et on voit d'autres notions à l'intérieur du cours. Par exemple, sur le cours que j'ai fait sur la liberté chez Hobbes, il y a aussi un passage sur la société chez Rousseau, il y a aussi un passage sur l'État chez Hobbes, il y a aussi un passage sur la conscience chez Sartre, etc., etc. Et donc, quand vous voyez apparaître une autre notion du programme, vous mettez page temps. Donc, vous mettez par exemple la liberté, page temps à temps, mais aussi la conscience, page temps. L'état, voir le corriger sur l'état, mais aussi voir le cours sur la liberté, etc., etc. Donc, faites un index des notions, c'est très utile. Mais pour ça, il faut un cahier et il faut avoir numéroté les pages du cahier. Okay, ça, c'est vraiment très pratique. Ne fichez pas, et ça, bon, c'est un conseil personnel, ne fichez pas le cours. Ça ne sert à rien. Ou alors, ce qui sert, si vous voulez, c'est de faire des fiches et de les détruire et d'en refaire et de les détruire à nouveau, etc., etc. C'est-à-dire que moi, ce que je faisais pour apprendre mon cours en terminale, en classe préparatoire, etc., etc., jusqu'à l'agrégation, c'est que je fais des fiches régulièrement pour vraiment dans une perspective de concours ou d'examen. Je fais des fiches régulièrement que je détruis, que je refais, et c'est en écrivant que ça se grave dans ma mémoire. Mais bon, faut être quand même assez maso pour faire ça. Ce qui est vraiment très efficace en revanche, c'est que vous allez prendre des anabacs ou une banque de sujets en ligne. Vous allez vous demander comment vous traiteriez ce sujet, et ensuite vous allez voir dans le cours ce qui permettrait de le traiter. Ça, c'est vraiment bien, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir en philo, c'est comment adapter ses connaissances à un sujet précis. Et donc ça, c'est très bien parce que ça va vous rendre actif par rapport au cours. Vous n'allez pas vous planter devant le cahier et vous dire, bah voilà, ça je le relis, ça je le relis, ça je le relis. C'est cool, je l'ai relu, mais comment je l'utiliserai dans une situation réelle? Et au fond, si je souhaite ardemment finir le programme avec un peu d'avance, c'est pour vous faire ça. Ça, c'est la meilleure manière de réviser. Et c'est vrai, à mon avis, pour toutes les matières. Plutôt que de relire votre manuel de SES,
partez d'une base de sujets et demandez-vous comment chercher des informations dans votre cours. Ouais. Et alors, c'est-à-dire au moins vous aurez fait cet effort-là, c'est-à-dire l'effort sincère de l'élève face à un sujet, qui se demande bah voilà, comment se débrouiller. Euh, Il y a un personnage que j'aime de littérature, on va dire de jeunesse, qui s'appelle Langelot, qui est agent secret. Et il y a toujours quelqu'un qui lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On est dans la mouise jusqu'au cou, qu'est-ce qu'on va faire? Et Langelot répond systématiquement, nous allons faire ce que les Français font depuis qu'il y a des Français, nous débrouiller. Et c'est exactement ce qu'il faut faire face à un sujet. Ça ne sera jamais parfait. Vous ne serez jamais blindé à 100%. Mais au moins, vous aurez fait l'effort de réfléchir à un sujet, de vous dire, bah voilà, ça, comment je peux l'adapter? Un petit détail, si vous aviez fait ça, vous vous seriez rendu compte que vous pouviez utiliser, mais à 200%, le texte d'explication de Mill dans De la liberté pour traiter le sujet sur le langage et la pensée. Si vous aviez révisé le cours comme ça depuis le début de l'année, vous auriez pu vous dire, bah tiens, on dirait que ça n'a rien à voir, mais en fait ça a tout à voir parce que être, je le dis de manière qui n'est pas du tout méprisante. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence, c'est simple, c'est la capacité de faire des liens. C'est la capacité de faire des liens. C'est vrai sur le plan purement intellectuel, c'est-à-dire sur le plan purement conceptuel, c'est vrai sur le plan social. Être intelligent, c'est la faculté de créer, de tisser des liens entre des éléments. Et c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce que permet de faire l'index des notions, à mon avis. Et cette méthode de révision, vous partez des sujets, vous allez vers le cours, au lieu de faire l'inverse. Et vous faites beaucoup trop l'inverse peut-être dans vos pratiques de révision. Pour les pervers, euh, c'est-à-dire vraiment ceux qui ont trop de temps pour faire de la philo, je vous recommande un truc. Si vous voulez absolument ficher les textes, vous allez faire la chose la plus simple du monde. 3 informations pour à chaque fois que vous relisez un texte. Quel est le thème du texte? Quelle est la thèse de l'auteur? Quel est le problème auquel il répond? Autrement dit, vraiment reprendre la méthode de l'explication de texte. Et pour chaque texte, vous aurez simplement 3 informations. Éventuellement peut-être le plan du texte si c'est un texte qui est un peu long. Mais problème, thèse, éventuellement un argument. Thème, problème, thèse. Et au fond, sur chaque texte, ça vous prendra quoi? Chaque texte prendra 6 lignes. Bah, c'est vachement bien, ça, c'est très efficace comme méthode de travail. Et en plus, en dénichant le problème, ce que je fais quasiment systématiquement, vous pouvez intégrer directement ça dans la logique de la dissertation, puisque la référence à l'auteur, au fond, sert à résoudre un problème que vous aurez posé dans le premier paragraphe de la partie de dissertation. Bah, une fois que vous avez identifié le problème, voilà, l'auteur s'impose de lui-même. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire en matière de révision. Des questions peut-être? Est-ce que vous révisez déjà comme ça? C'est-à-dire en partant des sujets? Ouais, bah c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est ce qu'il faut faire impérativement. Vous aviez une question? C'est pas grave. Alors, c'est toujours mieux. Alors, la webcam n'a pas dû vous capter. Que se passe-t-il si, au cours d'un travail sur une dissertation, vous vous souvenez du nom de l'auteur, mais pas du titre de l'ouvrage et du passage précis? La réponse, c'est toujours mieux en fait de citer précisément une source, mais il n'y a pas d'argument d'autorité en dissertation.
C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous en tirer en disant c'est ainsi que Hobbes définit la liberté dans, allez, au pif, le Léviathan. De toute façon, il y a 9 chances sur 10 que ça soit le Léviathan. Donc, ça, c'est pas grave. Vous pouvez carrément dire c'est la conception que Hobbes défend. Et vous pouvez très bien défendre une conception hobbesienne de la liberté, par exemple, ou une conception kantienne de l'histoire de la morale, et ne pas dire que c'est Kant ou Hobbes qui sont responsables de ça. Vous pouvez très bien assumer cette argumentation dans le deuxième paragraphe sans faire mention de l'auteur qui en est à l'origine. J'ai vu plusieurs mains se lever. Denis, il me semblait à un moment. Non. Ouais, Mathéo. Il y a des chances que. Bah, c'est-à-dire que en gros, vous avez intérêt à être béton, béton, béton sur la conceptualisation, la problématisation, la rhétorique de la dissertation, si vous êtes, si vous avez des souvenirs à l'état gazeux du cours, très clairement. Il y a des il y a des gens qui ont cette puissance conceptuelle qui arrivent d'une certaine manière à raisonner dans le vide, mais en fait, c'est jamais totalement dans le vide. Moi, je m'en suis rendu compte avec peut-être le meilleur élève que j'ai eu. C'était ma dernière, non, c'était mon avant-dernière année à Châteauroux. C'était le phare dans la nuit, si vous voulez, cet élève. Et il connaissait sur le bout des doigts, il connaissait sur le bout des doigts son cours, et il ne le citait jamais. Mais parce qu'il le connaissait parfaitement, il l'avait totalement digéré, et donc il faisait du Descartes au lieu de citer Descartes. Il faisait du Bergson au lieu de citer Bergson. Il faisait du Sartre au lieu de citer du Sartre. C'est super impressionnant de voir ça. C'était quasiment une copie d'agrégation, et même une bonne copie d'agrégation. Mais faut le faire, quoi. En gros, hein, et pour ne pas déflorer le secret de l'instruction, comme on dit, c'est-à-dire le secret des réunions d'entente et d'harmonisation des professeurs de philosophie pour se mettre d'accord sur la manière de corriger les copies, plus vous montrez qu'il y a un cours derrière ce que vous écrivez, mieux c'est valorisé, au fond. Sauf cas exceptionnel. Sauf cas exceptionnel où là on se dit waouh, ça pense et ça pense tout seul. Mais ça s'est nourri aussi de la pensée des autres, forcément. Ouais. Peu importe. Mais c'est pas si grave en fait, hein. De toutes les manières, je vais vous dire un truc. Vous pourriez en connaître 10 que ça ne suffirait pas dans l'absolu. Et donc, ce qui compte, c'est de faire au mieux avec ce que vous avez. De savoir utiliser de manière pertinente une référence pour vraiment entrer dans le vif du sujet. Mais comme je l'ai dit, hein, au fond, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus de la dissertation que de l'explication de texte, mais c'est parce que c'est aussi l'exercice qui est le plus déstabilisant. Au fond, ce qui va vraiment compter, hein, et je me tue à le dire, et c'est vrai, ce qui va vraiment compter, c'est le travail au brouillon d'analyse du sujet, et en particulier de la notion sur laquelle vous risquez de ne pas avoir eu cours. Hein. Le langage permet-il d'exprimer ses pensées? C'était exprimer qu'il fallait vraiment triturer pour faire jaillir le problème. Donc ça, euh, c'est d'une certaine manière sur vos épaules que ça repose. Eva. Alors, je considère qu'il y a une certaine malhonnêteté à dire la connaissance de l'auteur n'est pas requise. Elle n'est pas requise, mais c'est quand même toujours mieux, si vous voulez. C'est toujours mieux d'en savoir plus que d'en savoir moins. Cela étant, on ne vous tient pas à rigueur de ne pas connaître le contexte. On vous demande d'expliquer le texte et pas de le comprendre.
pour reprendre cette distinction qu'on avait vue chez Dilthey. C'est-à-dire qu'on va vraiment vous demander de faire avec les moyens du bord pour faire jaillir un texte. Cela étant dit, c'est plus facile quand on a des connaissances sur l'auteur. C'est plus facile, évidemment, de savoir que, je ne sais pas moi, l'état de nature chez Rousseau et l'état de nature chez Hobbes, c'est pas le même état de nature. Parce que ça va vous permettre, par exemple, de faire dialoguer Hobbes et Rousseau. Un truc aussi simple que ça. C'est pas la, c'est utile. J'ai l'impression que je suis en train de perdre ma voix là. C'est utile de savoir que société civile chez Rousseau et société civile chez les auteurs libéraux comme Mill, comme Constant, c'est pas la même chose. Société civile chez Rousseau, c'est la société politique. La société civile chez Mill et chez Constant, c'est la société en marge de la politique, celle qui ne va pas participer à la vie politique. Bon, mais au fond, vous pouvez le déduire en partant du texte, et seulement du texte. Voilà. Moi, mon programme de philo idéal, hein, Jean-Mimi, si tu m'écoutes, c'est on vous fait lire 4 bouquins dans l'année. Et c'est tout. On vous fait lire 4 livres de philo dans l'année. Ça serait vachement mieux. Hein, plutôt que de vous faire voir 50 notions plus ou moins reliées entre elles, on vous fait lire 4 bouquins dans l'année. On vous fait lire La République de Platon, on vous fait lire l'Éthique à Nicomaque d'Aristote, on vous fait lire les Méditations métaphysiques de Descartes, on vous fait lire du Kant, du Hegel, enfin bref, on s'en fout un petit peu en fait. On vous fait lire à fond 4 livres. Et je trouve que si on faisait ça dans toutes les matières, à la limite y compris en sociaux, ça serait pas mal en fait. Je préfère les connaissances approfondies au saupoudrage du programme de philo. Mais bon, hein, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Moi, la grande raison pour laquelle je voulais qu'on supprime l'épreuve du baccalauréat en philo à la fin de l'année, c'est que j'aurais pu faire absolument ce que je veux. Ça aurait été extraordinaire. Bon, bref. C'est pas pour cette année encore. Bref, j'espère que le coronavirus redoublera de vigueur l'année prochaine. Je plaisante, ou que vous redoublez tous, évidemment. Donc, voilà. On continue sur l'explication de texte, si vous le voulez bien. Il me semble que on avait attaqué la notion... Enfin, on avait attaqué... alors, attendez, c'est quoi ça? Ça, c'est mon intro. C'est pas ça. Est-ce que c'est ça le texte? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dégagé le thème, on avait dégagé le problème. Le problème, on est d'accord que c'est la question de l'autorité en sciences. J'avais développé ça, c'est la question du rapport entre antériorité et autorité. Spontanément, on a tendance à dire que l'antériorité équivaut à l'autorité. Et en fait, on se rend compte qu'à l'échelle de l'histoire humaine, sur le temps long, l'antériorité n'est pas le gage de l'autorité, c'est bien plutôt la postérité, ou ce que Pascal va appeler la modernité, qui est le principal vecteur de l'autorité. Et je vous avais donné le conseil, là aussi, vous avez le temps de le faire, de lire toute la préface pour un traité du vide, et en particulier le début, où il dit, où Pascal précise, hein, Pascal, c'est pas un 68 art, hein, il précise que c'est que pour la science que ça vaut. Hein. En matière de droit, en matière de politique, l'autorité des anciens, c'est très bien. Hein. C'est vraiment pas un rebelle, Pascal. C'est plutôt un penseur conservateur. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, vous auriez dû m'engueuler parce que je n'ai pas posté ce que j'avais promis de poster, à savoir quelques textes permettant de mettre en lumière. Je ne l'ai pas posté sur Pronote, il faudra vraiment que je le fasse. Alors, on va reprendre point par point peut-être les enjeux du texte. Et pour cela, je vais relire le texte paragraphe par paragraphe. Okay. Donc,
N'est-ce pas indignement traiter la raison de l'homme et la mettre en parallèle avec l'instinct des animaux, puisqu'on en note la principale différence qui consiste en ce que les effets du raisonnement augmentent sans cesse, au lieu que l'instinct demeure toujours dans un état égal. Les ruches des abeilles étaient aussi bien mesurées il y a 1000 ans qu'aujourd'hui, et chacune d'elles forme cet hexagone aussi exactement la première fois que la dernière. Il en est de même de tout ce que les animaux produisent par ce mouvement occulte. La nature les instruit à mesure que la nécessité les presse, mais cette science fragile se perd avec les besoins qu'ils en ont. Comme ils la reçoivent sans étude, ils n'ont pas le bonheur de la conserver, et toutes les fois qu'elle leur est donnée, elle leur est nouvelle, puisque la nature n'ayant pour objet que de maintenir les animaux dans un ordre de perfection borné, elle leur inspire cette science nécessaire, toujours égale, de peur qu'ils ne tombent dans le dépérissement, et ne permet pas qu'ils y ajoutent, de peur qu'ils ne passent les limites qu'elle leur a prescrites. Alors, plusieurs enjeux qui sautent aux yeux quand vous avez vraiment bien lu le texte. La question qui va se poser, en fait, là, ce que je voudrais faire, c'est poser des questions au texte. Je ne dis pas qu'il faut y répondre, enfin, je n'y réponds pas, ça sera à vous d'y répondre. La question fondamentale qu'il faut poser au texte, c'est pourquoi Pascal affirme-t-il que l'animal est borné alors est parfait, alors que l'être humain est fait pour l'infinité. Il n'est produit que pour l'infinité. Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait plus précisément, dans l'instinct, le caractère borné de l'animal? J'attire votre attention sur l'expression ligne 3, les effets du raisonnement. Les effets du raisonnement. Et je suggère cette hypothèse la raison va permettre une opération qui est fondamentale en science, à savoir la déduction de connaissances qu'on n'avait pas auparavant. La raison permet une opération qui est fondamentale, c'est-à-dire la déduction de connaissances qu'on n'avait pas auparavant. Autre point qui est très important à comprendre, c'est pourquoi Pascal affirme-t-il que lorsqu'un animal a une expérience renouvelée, c'est comme s'il l'avait pour la première fois. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Oui. Oui. Pourquoi Pascal affirme-t-il que lorsque l'animal renouvelle une expérience, c'est comme s'il la faisait pour la première fois? Alors que ce n'est pas le cas pour l'être humain. L'être humain, une fois qu'il a fait une expérience, il l'a faite une bonne fois pour toutes, et il peut en déduire un certain nombre d'effets. Anna. Ah oui, c'est par rapport à la mémoire, c'est fondamental, effectivement. Hmm. Oui, c'est la capacité mémorielle de l'être humain qui est en réalité adossée, indexée à sa faculté à produire des mots et en plus à les écrire, à les écrire. Il y a un saut qualitatif entre l'animal et l'être humain.
l'animal parle, pardon, l'être humain parle, l'animal ne parle pas, et il y a un saut qualitatif entre l'être humain capable d'écrire et l'être humain qui est analphabète, qui ne peut pas écrire. Et en fait, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de... Enfin, d'une certaine manière, c'est une question d'intelligence. C'est une question de rapport mémoriel aux expériences qui sont passées. C'est-à-dire que l'animal, il va tourner en boucle, si vous voulez, alors que l'être humain va être capable d'aller en ligne droite. Je vous recommande chaudement de vous intéresser à ce que Hobbes va écrire, ou plutôt publier la même année. Et je mettrai ces textes en ligne. Parce que pour Hobbes, la fonction première du langage, c'est la mémoire, hein, c'est la fonction de marque du mot. Le mot table me permet non seulement de me souvenir de toutes les tables dont j'ai fait l'expérience sensible, mais ensuite de déduire, en fait, de reconnaître une table quand je la vois. Alzheimer nous enseigne que les troubles de la mémoire chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer atteignent le langage, et la raison pour laquelle certains patients ne reconnaissent pas certains objets ou certaines personnes, c'est qu'ils n'ont plus le mot qui va en fait avec la mémorisation de l'expérience. On ne reconnaît plus ce que c'est qu'une table parce qu'on a perdu les connexions neuronales qui ont gravé en nous l'expérience de la table. Mm. Oui. Oui, il va s'en souvenir, bien sûr. Est-ce que ça suffit? Est-ce que la mémoire suffit? La mémoire de l'animal. Il y a des animaux qui ont une mémoire, évidemment. Euh, Est-ce que la mémoire du chien suffit au chien à faire de la science? La réponse est non. Et la question, c'est pourquoi? C'est que la mémoire de l'être humain n'est pas simplement une faculté de stockage, ça va permettre en fait la déduction. Ça va permettre le progrès dans les connaissances. Le chien va réagir en fait à son maître qui le bat par induction. Il m'a battu 10 fois, il va donc me battre une 11e fois. Okay. Mais c'est pas tout à fait la même chose que le scientifique, le savant, qui va se dire, voilà, j'ai fait telle expérience en chimie, dans ces conditions-là. Si je reproduis exactement les mêmes conditions de l'expérience, la même expérience va produire les mêmes effets. Ça, c'est de la déduction. C'est pas de l'induction. C'est pas, tiens, j'ai fait cette expérience une fois, 10 fois, 20 fois. La 21e fois, ça va être la même chose. Vous comprenez? C'est que l'être humain est capable de faire une expérience une fois, en déterminant les conditions, et une fois qu'il l'aura faite, il pourra en déduire pour l'éternité tous les effets. Le chien est incapable de faire ça. Le chien, il est obligé en fait de se dire, voilà, c'est parce que ça m'est arrivé un certain nombre de fois que ça va m'arriver encore un certain nombre de fois. Pour le dire autrement, le chien voit le soleil se lever tous les matins, il va se dire le lendemain, le soleil va aussi se lever. Le physicien, enfin l'astronome va se dire, bah, en fait, la planète Terre tourne sur elle-même, et c'est pour ça que tous les matins le soleil se lève. C'est pas la même chose. Okay. Le chien, c'est une créature d'habitude. L'être humain, c'est une créature de déduction. Oui, c'est bon. Ok. Donc, Pascal n'est pas une brute épaisse, c'est-à-dire qu'il dit pas que les animaux sont sans mémoire. Hein. C'est pas la même mémoire. Au passage, hein, il serait intéressant pour vous, n'en faites pas non plus des tartines, il serait intéressant pour vous de vous demander comment et pourquoi les abeilles forment des hexagones dans leur ruche. Est-ce qu'elles ont fait euh, de la géométrie au collège?
La réponse est non. Mais demandez-vous pourquoi. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de comprendre l'expression la nature les instruit à mesure que la nécessité les presse. Et ça va vous permettre de savoir, c'est le cas de le dire, quel type de savoir est l'instinct. Parce qu'une des questions, un des enjeux en fait, peut-être du texte, c'est de savoir si Pascal est nie, pourrait nier toute évolution chez les espèces. C'est vraiment un enjeu qui est périphérique. Si vous ne le traitez pas, ce n'est pas grave, et à vrai dire, il vaut mieux le traiter très rapidement. Mais en fait, la nature les instruit à mesure que la nécessité les presse, c'est du Darwin en fait. C'est-à-dire que Darwin va dire que l'évolution des espèces est dictée par la double nécessité de l'adaptation au milieu et de la sélection naturelle, et que l'évolution des espèces, elle répond à des lois nécessaires. Voilà, c'est exactement ce que semble dire Pascal. Il dit les abeilles sont toujours les mêmes, enfin plutôt les ruches des abeilles sont toujours les mêmes, mais ça a une nécessité, si vous voulez. Le jour où elles devront s'adapter à un nouveau milieu, elles changeront, mais elles changeront toujours de manière aussi aveugle, parce que nécessaire. Alors, autre point qu'il faudra discuter, c'est les conceptions de l'histoire des sciences. Donc ça, j'en ai un peu parlé euh, la dernière fois. Pascal se fait une conception linéaire du changement scientifique, linéaire et cumulative, mais il est possible d'avoir une autre conception de l'histoire des sciences, une conception qui sera fondée sur la rupture, la révolution. Et donc là, ça sera important de, euh, de vous demander, euh, enfin, en fait, peut-être d'assumer une conception. Le but du jeu, ça sera peut-être de passer par le concept de révolution scientifique pour réhabiliter ou critiquer de manière définitive la conception que Pascal va se faire du progrès scientifique. Est-ce que la science progresse ou est-ce qu'elle avance par saut? C'est pas la même chose. Hmm, un point sur lequel il faudra vous interroger, c'est l'analogie que Pascal fait entre la succession des générations d'êtres humains et un être humain, une sorte de vampire, un être humain éternel qui aurait avancé dans la vie de manière continue. Peut-on véritablement comparer, pour les besoins de l'histoire des sciences, la succession des générations et, et un seul être humain? Béni soit l'époque du coronavirus, parce que on se rend bien compte que la science, euh, le discours scientifique n'est pas un discours homogène, c'est un discours qui est polémique, où il y a des controverses. Ça va être d'ailleurs, à mon avis, le cours que je vais vous faire sur la science, c'est pourquoi y a-t-il des controverses scientifiques.
Et je pense que la conception que Pascal se fait du progrès, elle peut être critiquée à cette aune-là, c'est-à-dire qu'il y a des ruptures en fait dans l'histoire de la science. Mais ce que Pascal dirait, c'est que ce qui nous apparaît comme une rupture spectaculaire à un moment donné était en germe déjà dans les générations de savants précédentes. Que parfois, il y a un événement catastrophique ou révolutionnaire qui se produit, et c'est simplement le caractère spectaculaire de cet événement qui nous aveugle, parce que, en fait, c'était déjà en préparation, c'était déjà en germe, sans qu'on s'en aperçoive avant. Donc voilà. Question complexe qu'il faudra peut-être trancher. Êtes-vous progressiste ou révolutionnaire? Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez des questions? Non? Euh, Personne, personne. Ouais, ouais. C'est la tournure de la phrase qui vous gêne. Alors, qui ne voit que la vieillesse dans cet homme universel ne doit pas être cherchée dans les temps proches de sa naissance, mais dans ceux qui en sont le plus éloignés. C'est une tournure c'est une interrogation, euh, c'est une interro-négative, comme on dit, c'est une interrogation directe, mais avec une négation. Ça, c'est toujours la marque d'une question rhétorique, donc d'une question qui n'en est pas une. Qui ne voit que la vieillesse dans cet homme universel ne doit pas être cherchée dans les temps proches de sa naissance, mais dans ceux qui en sont le plus éloignés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il faut impérativement voir que la vieillesse dans cet homme universel ne doit pas être cherchée dans les temps proches de sa naissance, mais dans ceux qui en sont le plus éloignés. Je traduis encore une fois, il faut voir que, au fond, dans cet homme universel, ce qu'on appelle euh, l'autorité, qui est synonyme ici de vieillesse, l'autorité doit être recherchée dans les temps les plus éloignés, autrement dit dans la modernité, plutôt que dans les temps proches de l'enfance, autrement dit ce que nous appelons, à tort sans doute, l'Antiquité. Okay. Donc en fait ce que dit Pascal, c'est qu'il faut absolument comprendre que l'Antiquité est un terme qui nous aveugle, parce que l'Antiquité c'est la nouveauté du point de vue du chemin de la connaissance, alors que la modernité c'est une certaine forme de vieillesse, parce que la modernité va bénéficier de l'accumulation des savoirs qui a été réalisée jusqu'à présent. Euh, c'est quelque chose que Hegel va dire au début du XIXe siècle. Il va dire que la, la modernité est l'âge non pas de l'enfance, mais l'âge du vieux, quoi. Nous sommes vieux. Nos civilisations sont anciennes. Et l'Antiquité, justement, c'est quelque chose d'absolument et de radicalement neuf. C'est logique quand on y réfléchit. C'est chronologique. Et un des enjeux peut-être l'enjeu principal du texte, c'est le rapport problématique qu'il y a entre la tradition et le progrès. Moi, ça m'amuse toujours en politique. Les progressistes qui sont contre la tradition. Mais ils sont débiles.
Parce que pour qu'il y ait progrès, il faut qu'il y ait tradition. C'est-à-dire que le progrès va consister à poursuivre et prolonger la tradition. Si vous vous séparez de la tradition, vous n'êtes plus progressiste, vous êtes révolutionnaire. Vous voulez revenir à la case départ d'une certaine manière, rétablir un ordre naturel, mais vous n'êtes plus progressiste. Or, aujourd'hui, le progressisme semble s'opposer à la tradition. Et donc, il y a, à mon avis, une discussion à mener sur la notion de progrès. Le progrès ne suppose-t-il pas, paradoxalement, la tradition? C'est ça qui est intéressant, à mon avis, sur le plan, pas seulement sur le plan historique d'histoire des sciences, mais sur le plan politique peut-être. C'est cette notion-là qu'il faudrait peut-être discuter. Voilà, voilà, voilà. Je reviens sur la méthode interne au parti. Okay. Ce que je veux vraiment que vous fassiez, c'est cette distinction, à mon avis, nécessaire entre 3 paragraphes dans chacune de vos parties. Et pour ça, reportez-vous au corrigé que j'ai fait de l'explication du texte 2000, okay, que vous avez distribué. Premier paragraphe, je veux vraiment que vous me restituiez l'argument du paragraphe. Que fait Pascal dans ce texte, dans cette partie du texte? Et en fait, il faut avoir lu tout le texte pour avoir une vue d'ensemble. Au premier abord, déjà, on pourrait se dire que le premier paragraphe, c'est l'instinct de l'animal. Mais non, c'est pourquoi l'instinct de l'animal suppose un rapport au progrès et à l'histoire qui n'est pas, à l'histoire des sciences, qui n'est pas celui de l'être humain. C'est ça le but du premier paragraphe. Le thème du premier paragraphe, c'est peut-être l'animal, mais l'argument, c'est le rapport entre l'instinct et le progrès scientifique. Bon. Bah oui. Et en fait, l'idée de Pascal, c'est que en révérant l'autorité des anciens, on se comporte comme des animaux. C'est rabaisser la raison de l'être humain au rang de l'instinct animal si on n'accepte pas qu'il y a un progrès des connaissances scientifiques.